Apothéose burlesque du César Claude, vulgairement dite apocolocantose. Chapitre 1. Je veux livrer au souvenir la question débattue au ciel le 3e jour des ides d'octobre d'une année inédite, début d'une ère bienheureuse. Rien ne sera concédé à la rancune ou à la reconnaissance. Telle est la vérité. Si on me demande d'où je la sais, d'abord, si je n'ai pas envie, je ne répondrai pas. Qui va m'y forcer? Je sais, moi, que j'ai acquis la liberté depuis qu'est trépassé celui qui avait fait un pur proverbe de l'expression « Il convient de naître ou bien roi ou bien imbécile ». S'il me plaît de répondre, je dirai ce qui me passera par la tête. Qui a jamais exigé d'un historien qu'il produise des garants assermentés? Pourtant, s'il s'avère nécessaire de fournir un répondant, qu'on questionne celui qui a vu Drusilla aller au ciel. Il dira qu'il a vu Claude faire le même chemin d'un pas inégal. Bon gré, mal gré, il faut bien qu'il voie tout ce qui se passe au ciel. Il est curateur de la voie appienne, par où, comme tu sais, le divin Auguste et Tibère César sont allés chez les dieux. Si tu l'interroges, il te racontera la chose, en privé. En public, il ne dira pas un mot. Car depuis qu'il a juré au Sénat avoir vu Drusilla monter au ciel et que pour prix d'une si bonne nouvelle, personne ne l'a cru, il a fait, dans les formes, le serment de ne pas rapporter ce qu'il aurait vu, même s'il voyait un homme assassiné en plein forum. Je livre ce récit sûr et clair, entendu de sa bouche, puisse-t-il être ainsi sauf et heureux. Chapitre 2. Déjà le dieu Phébus, par une route raccourcie, avait resserré l'arc de la lumière, et de l'obscur sommeil les moments s'accroissaient. Déjà, Scintille victorieuse agrandissait son royaume, et Hiver le hideux arrachait les gracieux attributs du riche automne. Bacchus, selon l'ordre, vieillissait. Hiver le hideux arrachait, en tardif vendangeur, les grappes clairsemées. Je crois être mieux compris si je dis c'était le mois d'octobre, le 3e jour des ides d'octobre. L'heure exacte, je ne peux pas te la dire. On mettra plus facilement d'accord les philosophes que les horloges. Cependant, c'était entre la 6e et la 7e heure. Paysan que tu es! Tous les poètes, non contents de décrire les levers et les couchers de soleil, tombent d'accord pour importuner même le midi. Et toi, tu laisseras passer une heure si favorable. Déjà, Phébus, de son char, avait divisé en deux son parcours, et plus près de la nuit, secouait les rênes fatiguées, abaissant la lumière par un raccourci oblique. Chapitre 3. Claude entreprit de pousser dehors son âme, mais il n'arrivait pas à trouver la sortie. Alors le dieu Mercure, qui s'était toujours délecté de son esprit, prend à part Clotho, l'une des 3 parques, et lui dit « Pourquoi, femme, tant de cruauté? Pourquoi permettre la torture d'un malheureux? Un si long supplice ne s'arrêtera-t-il jamais? Il y a 64 ans qu'il lutte avec son âme. Pourquoi refuser ce qu'il demande, lui et l'État? Souffre que les astrologues, pour une fois, disent vrai. Depuis qu'on l'a fait empereur, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de jour où il ne mène son cortège funèbre. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant qu'il se trompe et que personne ne connaisse son heure. Personne n'a jamais pensé qu'il fût né.
fait ce qu'il faut, livre l'autre trépas et permet qu'un meilleur règne dans un palais débarrassé de lui. Mais Clotho lui répond: Moi, par Hercule, je voulais lui ajouter un petit moment, le temps qu'il fasse cadeau du droit de cité aux rares hommes qui ne l'ont pas encore. Car il avait décidé de voir en toge les Grecs, les Gaulois, les Espagnols et les Bretons au complet. Mais, puisqu'on juge bon de laisser quelques étrangers pour la graine, et que tu veux qu'il en soit ainsi, soit. Clotho ouvre alors un étui et en sort 3 fuseaux. L'un était celui d'Augurinus, l'autre de Baba, le 3e de Claude. Je vais les faire mourir tous les 3 la même année, à de courts intervalles. Je ne le laisserai pas sans escorte. Il n'est pas convenable que quelqu'un qui voyait il y a peu tant d'hommes le suivre, autant le précéder et autant l'accompagner, soit soudain laissé tout seul. Il se contentera pour le moment de ses compagnons-là. Chapitre 4. Clotho dit, et, en roulant les fils sur un fuseau repoussant, elle brisa les temps royaux d'une vie stupide. Une autre des 3 parques, l'Achésis, un bandeau dans sa coiffure bien arrangée, du laurier de Pierry se couronnant les cheveux et le front, tire de la toison de neige des fils blancs pour les guider de sa main heureuse. Sous sa conduite, ils ont pris une couleur nouvelle. Les sœurs s'émerveillent devant leur ouvrage. L'humble laine se change en un précieux métal. Des siècles d'or descendent du superbe fil. Point de borne à leur tâche, elles guident l'heureuse toison et prennent plaisir à s'en emplir les mains. Ce sont de douces besognes. De lui-même le travail se dépêche, et sans aucun effort, les fils souples descendent du fuseau tournoyant. Elle dépasse le vieux Titan, elle dépasse le vénérable Nestor en années. Phébus est là, les aide de son chant, se réjouit de ce qui va venir, c'est-à-dire de l'avènement du règne de Néron, et tout joyeux, tantôt manie le plectre, tantôt serre les quenouillers. Son chant les garde attentives et leur fait oublier leur effort. Pendant qu'elles portaient au nu la cithare et les vers de leurs frères, leurs mains ont filé davantage qu'à l'ordinaire, et le glorieux ouvrage dépasse la destinée humaine. Phébus dit, n'enlevez rien, cher parc, que la vie de Néron dépasse la durée d'une vie mortelle. Lui, mon semblable par le visage, semblable aussi par la beauté, et qui ne m'est inférieur ni par le chant, ni par la voix. Aux épuisés, il assurera des airs bienheureuses et rompra le silence des lois. Comme l'étoile du matin, qui fait s'écarter les astres fugitifs, comme l'étoile du soir qui se lève quand les astres reviennent, comme, aussitôt que l'aurore empourprée a dissipé les ténèbres et introduit le jour, le soleil lumineux contemple la terre et lance d'abord son char hors de l'enclos, ainsi César est là, ainsi Rome va contempler Néron. Son visage, brillant d'un éclat nouveau, resplendit, comme son cou gracieux où flottent ses cheveux. Ainsi chante Phébus. L'Achésis, pour marquer elle aussi sa faveur à un si bel homme, s'acquitte de sa tâche à pleine main et offre à Néron de nombreuses années sur ses propres fonds. Quant à Claude, Phébus et les 3 parcs demandent que tous se réjouissent et prononcent des paroles de bon augure en emmenant le cortège. Claude, pour sa part, ébouillonna son âme et cessa dès lors d'avoir l'air de vivre. Il expira alors qu'il écoutait des comédiens. Sache-le, ce n'est pas pour rien que j'ai peur de ces gens-là. Son mot de la fin se fit entendre parmi les hommes alors qu'il venait de faire un grand bruit du côté où il s'exprimait le plus facilement
Aïe, j'ai chié sous moi, je crois. Je ne sais pas s'il l'a fait. Il a en tout cas chié sur tout. Chapitre 5. Il serait superflu de rapporter ce qui se passa ensuite sur la terre. Vous le savez très bien. Et on ne risque pas de laisser s'échapper ce que la joie publique a gravé dans la mémoire. Personne n'oublie son bonheur. Écoutez ce qui se passa dans le ciel. J'en laisse la responsabilité à ma source. On annonce à Jupiter l'arrivée d'un homme de bonne taille, aux cheveux bien blancs. Il fait on ne sait quelle menace car il remue la tête sans arrêt. Il traîne le pied droit. On lui a demandé de quelle nation il était. Il a répondu on ne sait pas quoi avec des sons brouillés et une voix indistincte. On ne comprend pas sa langue. Il n'est ni grec, ni romain, ni d'aucun peuple connu. Alors Jupiter charge Hercule, qui avait parcouru le monde entier et passait pour connaître tous les pays, d'aller aux informations, pour savoir à quelle sorte d'homme il appartenait. Alors, Hercule, à première vue, fut très perturbé, comme quelqu'un qui n'aurait pas encore eu à craindre tous les monstres. Il vit une face d'un nouveau genre, une démarche inhabituelle, une voix qui n'était celle d'aucun être terrestre, mais comme l'est d'ordinaire celle des grosses bêtes marines, éraillées et embarrassées. Et il pensa alors qu'un 13e travail lui était échu. À y regarder de plus près, il crut voir une sorte d'homme. Il l'aborde donc, et chose très facile pour un grec caillon, dit « Quel homme es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ta cité? Quels sont tes parents? » Claude est tout content de trouver là des gens de lettres. Il espère arriver à placer ses œuvres historiques. Ainsi voulant indiquer, lui aussi par un vers d'Homère, qu'il est César, il dit « Les vents m'ont amené des rivages troyens. » À vrai dire, le vers suivant était plus vrai et tout aussi homérique. Là, j'ai détruit leur cité et je les ai exterminés. Chapitre 6. Il avait réussi, Claude, à impressionner Hercule, qui n'est pas fort malin. Mais la fièvre était là. Elle avait quitté son temple et seul des dieux était venu avec lui. Les autres, elle les avait laissés à Rome. Cet homme raconte de purs mensonges. C'est moi qui te le dis, moi qui ai vécu tant d'années avec lui. Il est né à Lyon. Tu vois là un compatriote de Munatius. C'est comme je te dis, il est né à 16 bornes de Vienne, un franc gaulois. C'est ainsi, comme il convenait à un Gaulois, qu'il a pris Rome. Je te réponds de lui comme d'un natif de Lyon, là où Licinius a régné nombre d'années. Mais toi, Hercule, qui a foulé plus d'endroits qu'aucun muletier de permanence, tu dois savoir ce que sont les Lyonnais, et qu'il y a bien des milles de distance entre le Xanthe et le Rhône. À cet endroit, Claude prend feu et se fâche avec tout le murmure dont il est capable. Ce qu'il disait, personne ne le comprenait. En fait, il ordonnait d'exécuter la fièvre, de ce geste de la main flasque et assez ferme seulement pour cet usage, par lequel il faisait d'ordinaire décapiter les gens. Il avait donné l'ordre qu'on coupe le cou à la fièvre. Ouais, tu aurais cru que c'était tous de ces affranchis, tellement personne ne faisait attention. Chapitre 7. Alors Hercule dit « Écoute-moi, toi, cesse de faire l'imbécile. Tu es venu dans un endroit où les rats rongent le fer. La vérité est plus vite que ça, sinon je ferai sauter tes idioties. » Et pour être plus terrible, il se fait tragique et dit
Relate prestement quel siège on te dit engendrer, de peur d'être par cette souche anéantie et couchée sur la terre. Cette massue a souvent immolé des rois féroces. Quel son émet cette voix au débit incertain? Quelle patrie, quelle nation a produit cette tête mobile? Raconte! Pour moi, quand je gagnais du roi aux trois corps le lointain royaume sur la mer d'Hespérie, d'où je ramenais à la ville d'Inachos un troupeau renommé, je vis, surplombant deux fleuves, une crête qu'à son lever, Phébus a toujours vue en face. Là, le Rhône, imposant, roule des flots impétueux, et la Saône, doutant dans quel sens diriger son cours, baigne en silence les rives de ses ondes tranquilles. Est-ce celle-là, la terre nourricière de ta vie? Cela, Hercule le dit avec assez de conviction et de façon résolue. Il n'a pourtant pas tous ses moyens et craint d'un fou quelque taloche. Claude, voyant un homme fort, oublie les bêtises et comprend que si personne à Rome ne le valait, il n'a pas ici la même influence. L'oiseau gaulois n'est tout puissant que sur son fumier. Ainsi, autant qu'on put comprendre, il parut dire ceci. « Oh, Hercule, le plus vaillant des dieux, j'ai cru que tu m'assisterais devant les autres divinités et que si quelqu'un exigeait de moi un témoin d'état civil, je citerais ton nom et tu me connais parfaitement car si tu te souviens, c'était moi qui à Tibur rendais la justice devant ton temple pendant des journées entières, des mois de juillet et d'août. Tu sais combien de misère j'ai enduré quand j'écoutais jour et nuit les avocaciers. Et si tu étais tombé sur eux, tout vaillant que tu crois être, tu aurais préféré nettoyer les écuries d'Augias. J'ai enlevé là bien plus de fumier, mais puisque je veux... Bon, ici, là, il manque quelques pages au texte de Sénèque. Alors, la substance de ce qui manque devait être ceci. Hercule se laisse toucher et promet à Claude la déification et entre avec lui brusquement dans l'assemblée céleste pour le recommander. Les dieux, choqués de ce procédé, lui en font des reproches et l'un d'eux dit à Hercule, chapitre 8, l'un des dieux dit à Hercule, « Il ne faut pas s'étonner que tu aies fait irruption dans la curie. Rien ne t'est fermé. Dis-nous seulement quelle sorte de dieu tu veux en faire. Il ne peut pas être un dieu épicurien. Ce dieu n'a pas de soucis et n'en cause pas aux autres. Un dieu stoïcien? Comment pourrait-il être, comme dit Varron, tout rond, sans tête, sans prépuce? » Il a quelque chose du dieu stoïcien. Je le vois maintenant. Il n'a ni tête, ni corps. Assurez-vous qu'il aurait obtenu la grâce du bon Saturne, attendu qu'il célébrait les Saturnales toute l'année. Jupiter ne l'aurait jamais souffert. Claude ne l'a-t-il pas condamné comme incestueux en faisant mourir son gendre Silanus? Et pourquoi? Silanus avait une sœur d'une beauté ravissante et d'une gaieté charmante. Tout le monde lui donnait le nom de Vénus. Silanus a mieux aimé lui faire porter celui de Junon. « Mais quoi, dit Claude, est-il permis d'aimer sa sœur? Imbécile! Apprends qu'on épousait à Athènes les sœurs d'un autre lit et à Alexandrie les sœurs véritables. Est-ce parce qu'à Rome les souris paresseuses lèchent les meules que Claude vient faire la loi chez nous? Il ne sait même pas lui-même ce qu'il fait dans sa chambre. Déjà! Il considère les régions célestes. Il veut être un dieu. N'est-ce pas assez qu'il ait un temple en Bretagne et que les barbares rendent maintenant un culte à ce personnage et lui demandent, comme à un dieu, d'avoir un sceau favorable?